Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais proposer du coup à Sébastien Denis de me rejoindre pour donc une introduction. Donc il a accepté donc venir faire cette introduction donc qui est directeur de la direction santé-environnement à Santé publique France, c'est bien ça? Et donc il va nous introduire un peu le sujet sur le lien entre les déterminants de la santé et la manière dont ça peut être aujourd'hui pris en considération dans les politiques de santé régionales notamment ou nationales. Merci beaucoup Sophie. Bonjour à tous. Donc, en attendant que la présentation s'installe, je vais me présenter. Donc, je suis Sébastien Denis. Et comme l'a dit Sophie, je dirige la direction santé-environnement de Santé publique France. Je suis également très heureux que les organisateurs m'aient invité ici à faire cette conférence introductive, puisque moi-même, j'ai également fait mes études dans le domaine des sols, dans le laboratoire qui a été cité, le laboratoire Sol et Environnement, et à l'époque c'était Jean-Louis Morel qui était le directeur, pour ensuite aller sur des agences d'État, donc l'INERIS en premier lieu pendant une dizaine d'années, où j'ai travaillé pas mal sur la problématique des risques sanitaires liés aux sites en zone industrielle ou zone urbaine, et ensuite pour aller plutôt sur de la santé publique, puisque Santé publique France, pour ceux qui ne le sauraient pas, est une agence de sécurité sanitaire qui a été créée en 2016, qui est sous tutelle du ministère de la Santé et plus particulièrement de la Direction générale de la Santé, et qui est réunie au sein d'un même institut, l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, et l'INPES, l'Institut national de promotion et d'éducation à la santé. Et donc, cette agence a pour mission à la fois d'observer l'état de santé des populations pour de l'action. On n'observe pas pour maintenir uniquement une observation, mais on observe pour agir, et action via des méthodes, enfin des dispositifs de prévention ou promotion de la santé. Et donc on verra que ce sujet-là s'applique également à la problématique des sols. Alors Santé publique France est une agence qui dispose d'antennes régionales qui sont placées aux côtés des agences régionales de santé. Donc vous en avez d'ailleurs une à Nancy qu'on appelle les CIR. Et par cette entrée-là, Santé publique France est fortement sollicitée sur la problématique des sols, avec, et on a déjà entendu en introduction, une entrée majoritaire qui est l'impact négatif des sols sur la santé. Et c'est assez logique, puisque nous sommes une agence de sécurité sanitaire, et donc notre travail est d'objectiver le lien entre un sol potentiellement dégradé et l'état de santé de la population qui se dit impactés par les sols dont ils ont l'usage. Alors il me semblait important et intéressant, en phase introductive, de redéfinir les concepts sur lesquels on allait discuter aujourd'hui. On voit que ce sont deux concepts extrêmement larges. La santé, si on reprend la définition qui a été celle de l'OMS lors de sa création en 1946, on voit que c'est quelque chose de très large qui comprend bien sûr un bien-être physique, mais aussi un bien-être psychologique. Et que donc la dimension de la santé, finalement, ne doit pas intégrer juste l'apparition de pathologies, mais on se doit aussi de considérer le bien-être des populations, et en particulier des populations sur cette thématique qui vivent à côté de sites et sols pollués, ou de sols en manière générale. Les sols, donc définir un sol, c'est beaucoup plus compliqué. Donc la FES, je suis allé consulter le site de la FES récemment pour aller voir ce que disait la FES sur les sols. Donc la FES dit que la définition des sols suscite toujours des débats, et d'ailleurs la FES a proposé en 2014 une définition des sols qui a été confirmée en 2018, me semble-t-il, donc sur la vision un peu pédologique finalement de cette notion de sol. Si vous adressez à un géologue, il n'aura pas du tout la même définition du sol. C'est-à-dire que le sol, pour un géologue, c'est la couche pédologique, mais aussi la roche, la nappe, etc. C'est une vision beaucoup moins vivante, entre guillemets, du sol. Et enfin, si vous adressez justement à des populations qui sont au contact de sol, le sol, pour ces populations, ça va être le substrat sur lequel elles vivent, elles évoluent chaque jour, elles ont leur jardin, et ça va être aussi des sols en zone urbaine. Donc là, par le biais de ces deux définitions, on voit déjà que ces concepts de sol et de santé sont des concepts extrêmement larges, et sont des concepts qui vont forcément, bien sûr, interagir, mais qui n'auront pas du tout la même signification entre, d'une part,
des acteurs publics, des acteurs de l'État, des agences, des élus, et d'autre part des populations qui se disent impactées par les sols. Et que donc dans le fait d'objectiver le rapport entre les sols et la santé des populations, bien sûr, cette diversité des perceptions, puisque c'est bien un sujet, la perception des sols, va engendrer une complexité de traitement pour objectiver les impacts entre les sols et la santé. Alors, ça a été dit par la présidente, hein, le sol, c'est une ressource variée et qui, bien sûr, est utilisée à des fins d'offres nutritionnelles, mais aussi à des fins d'exploitation, et qui a donc été utilisée en parallèle de l'accroissement des richesses, hein, ou l'accroissement de l'offre nutritionnelle. Et donc, on a une exploitation des sols qui en fait donc une ressource précieuse et variée. Alors ici, j'ai mis l'exemple d'une zone dans le sud de la France, dans le Gard. On est dans les Cévennes, et donc dans les Cévennes, on a une faille géologique, la bordure sud-Cévenol, dans laquelle on a des affleurements naturels de métaux et qui ont donc été exploités à des fins d'industrie minière pour certains métaux, en particulier le plomb, le zinc, etc. Donc on voit par ailleurs hein, que le sol, dans ces cas-là, s'intègre également dans le paysage, et donc c'est positif, puisque c'est un impact positif que d'avoir des paysages de cette nature. En fonction des conditions agropédoclimatiques, le sol est également utilisé à diverses fins de production nutritionnelle. Donc là, j'ai mis un exemple en Alsace, un exemple de vigne, et donc on voit également que le sol, là, peut être une source intéressante de production. Et enfin, il ne faut pas oublier les sols urbains. Donc c'est une photo de Nancy que j'ai été récupérée sur Internet, puisque bien sûr, le sol est le support de l'activité urbaine et permet, par son artificialisation, de favoriser les échanges et de vivre de manière commune. Alors cette ressource, à chaque fois, dans chacun des exemples que j'ai cités, peut devenir une source de préoccupation. Hein, parce que finalement, le fait que l'humain exploite cette ressource, ça engendre une détérioration de la qualité des sols. Et donc cette détérioration, ou la perception que les riverains ont de la détérioration de la qualité des sols, finalement devient une source de préoccupation, et parfois assez forte, à l'échelle des territoires. Donc on voit ici, en haut, donc à droite pour vous, un article d'une presse locale sur la première photo que je vous ai montrée, sur la zone des sites des mines du Gard, qui a été relié à la fois par la presse locale, mais aussi par la presse nationale, donc pièce à conviction, Cévennes, révélation sur une pollution cachée, hein, avec parfois des effets de sensationnalisme qui sont bien sûr bien connus dans ces reportages. Et évidemment, le débat aujourd'hui hein, porte sur les pesticides. Beaucoup de débats portent sur les pesticides et le lien entre les pesticides et santé, en référence aux zones viticoles que je vous ai démontré, enfin que je vous ai illustré tout à l'heure. Donc cette source de préoccupation, finalement, c'est ce qui anime l'investigation et l'interpellation des agences de l'État. En nous disant, finalement, nous sommes exposés à des sols. Évidemment, l'aspect pollution va emporter la sollicitation, puisque c'est l'impact négatif qui fait que, potentiellement négatif, qui fait que les populations s'inquiètent à un moment donné, et qui vont donc engendrer la mise en œuvre de mesures de la part des services de l'État, à la fois mesures d'évaluation, mais aussi mesures de gestion, on le verra. Alors de manière objective, cette préoccupation, on peut la mesurer par le biais de baromètres santé. Donc l'INPES précédemment avait fait un baromètre santé en 2007 sur la santé et l'environnement, qui montrait que le sol était une source de préoccupation et que la population française pointait du doigt le manque d'informations sur les pollutions de sol. Donc Santé publique France n'a pas réactualisé ce baromètre, mais j'ai pris une référence qui est le baromètre santé de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est une autre agence de sécurité sanitaire, et qui donc, tous les ans, depuis une quinzaine d'années, mesure les préoccupations des Français à l'égard des facteurs de risque environnementaux. Donc d'une part, alors je ne sais pas si c'est très lisible, mais ce que l'on voit dans ce baromètre, rien que pour, une fois de plus, insister sur le fait que le sol est vraiment perçu
comme une ressource pouvant avoir un impact négatif, c'est que la problématique des sols apparaît, le mot sol apparaît sur la rubrique pollution des sols. Donc les questions qu'on pose aux Français, c'est est-ce que la pollution des sols vous préoccupe en matière d'impact sur la santé? Ce que l'on voit, c'est que sur cette rubrique-là, et depuis une quinzaine d'années, la réponse est assez constante. Ça ressort comme le 4e ou le 5e facteur de préoccupation en matière de santé et environnement, et ça concerne à peu près 20% des personnes. C'est-à-dire que 20% des personnes se préoccupent ou se disent préoccupées de la problématique de pollution des sols. Donc c'est quand même pas négligeable. Si on va au-delà de cette thématique de pollution des sols, on voit néanmoins que le sol, mais là de façon peut-être plus implicite, peut apparaître dans d'autres rubriques. On parle de réchauffement climatique, et là bien entendu on voit que le réchauffement climatique c'est la première source de préoccupation, notamment ces dernières années, pour la population française. C'est à peu près 50% de la population qui est préoccupée par l'impact potentiel du réchauffement climatique. Mais on peut également retrouver le sol par le biais d'autres rubriques, qui est par exemple la destruction des forêts, deuxième colonne, deuxième phrase, qui là vient comme source de préoccupation, mais assez loin finalement derrière ces premiers enjeux. Donc le sol, finalement, il est à la fois considéré sous l'angle d'impact négatif, sous la thématique pollution des sols, mais de manière implicite, les personnes ont quand même cette notion de sol beaucoup plus large, puisque derrière la question du changement climatique, il y a bien sûr la question de l'altération de la qualité des sols à long terme, de sa biodiversité. Peut-être que les personnes qui ont répondu ont plus ou moins cette conscience-là, mais en tout cas, ça apparaît comme un sujet potentiellement présent dans l'esprit de la population. Alors, une fois dit cela, comment, de manière scientifique et objective, caractérise-t-on l'impact des sols? C'est-à-dire, comment, lorsqu'une population se préoccupe d'une problématique liée à des sols, est-ce qu'on va aller sur de la caractérisation de l'impact sanitaire? Alors j'ai voulu aborder ce sujet-là en reprenant un exemple que je trouve assez illustratif finalement, qui est celui de la chlordécone aux Antilles. Donc là, j'ai focalisé sur la Guadeloupe. Donc c'est un sujet qui est qui a défrayé la chronique l'été dernier. C'est un sujet assez présent dans les préoccupations des pouvoirs publics. Vous savez que la chlordécone est un insecticide organochloré qui a été massivement utilisé jusque dans les années 1993 pour lutter contre le charançon de la banane, donc à la fois en Guadeloupe et en Martinique, et que sur cette molécule, qui est aujourd'hui interdite, on a un certain nombre de faits scientifiques avérés, donc des faits qu'on dit probants. Ces faits sont l'épreuve de la toxicité de cette molécule. Donc c'est une molécule neurotoxique, reprotoxique, potentiellement perturbateur endocrinien et peut-être cancérogène. Ce que l'on sait par ailleurs, c'est que l'utilisation de cette molécule en Martinique et en Guadeloupe, et ici on a un exemple sur la Guadeloupe, a contaminé de manière très large les sols agricoles de la Martinique et de la Guadeloupe. Et ça on le sait puisqu'on a eu des mesures dans l'environnement, et que les sols ont été à l'origine, puisque cette molécule est également très rémanente, elle a une demi-vie à peu près de 600 ans, et que donc les sols ont été vecteurs de la contamination par d'autres voies, que sont par exemple les voies aquatiques, et donc on retrouve de la chlordécone dans l'eau, et donc contamination des produits de la pêche. Donc ça, ce sont des faits avérés. On a d'autres faits avérés qui sont l'apparition de cancer de la prostate. Et donc on a plus de cancer de la prostate aux Antilles qu'en métropole. Et la population, quand on voit les propriétés, la répartition de la chlordécone, ces propriétés toxiques, finalement soupçonne que la contamination des sols par la chlordécone est à l'origine d'un surrisque de cancer de la prostate. Elle relie un événement de santé particulièrement remarqué aux Antilles, qui est le cancer de la prostate, qui est avéré par les chiffres, à une problématique de contamination des sols par une molécule dont on sait qu'elle peut être toxique. Néanmoins, le lien causal sur un plan scientifique épidémiologique entre cet impact sanitaire qui est le cancer de la prostate et la contamination des sols n'est pas du tout avéré sur un plan scientifique. Et donc cette incertitude scientifique génère une angoisse, un stress, une préoccupation de la population qui finalement aujourd'hui est une sorte de verrou
à laquelle les scientifiques ne peuvent répondre et qui donc engendre encore plus d'inquiétude auprès des populations, avec même une certaine incompréhension de certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi on dit qu'on ne peut pas faire de lien aussi rapide entre la contamination et cet impact. Si on va un peu plus loin, on peut également objectiver l'impact, mais d'un point de vue de l'exposition, de la chlordécone chez la population en proposant des mesures d'imprégnation biologique. C'est-à-dire que pour essayer de substituer la difficulté de l'étude épidémiologique, on va faire des prélèvements dans un échantillon de population représentatif de la population générale, prélèvement de chlordécone dans le sang. Et ce que nous montrent ces études, c'est que ces prélèvements confirment une imprégnation généralisée de la population générale antillaise. Alors il faut faire attention puisque cette imprégnation traduit des concentrations, la circulation de chlordécone dans l'organisme, et elle n'est pas reliée à un risque sanitaire. Et que lorsqu'on fait ces études, on administre des questionnaires sur les comportements de vie et les habitudes alimentaires, on confirme évidemment que l'imprégnation des populations est liée d'une part au lieu de résidence en zone contaminée, d'autre part liée à la consommation de poissons donc, qui viennent d'eau qui ont été contaminés par les sols, et n'est pas liée à la consommation de légumes racines ou tubercules donc qui sont bien sûr cultivés dans des sols qui peuvent contenir de la chlordécone. Donc ces études d'imprégnation permettent de mettre en relation, finalement, d'aller un peu plus loin dans l'appréciation de l'impact, sans pour autant confirmer que cet excès de chlordécone dans l'environnement traduit le risque sanitaire, puisque je l'ai déjà dit, et donc je ne m'étendrai pas là-dessus, nous n'avons pas de preuves épidémiologiques de la causalité entre cancer de la prostate et données de contamination au chlordécone dans l'environnement ou dans le fluide biologique. Et donc, vous voyez bien là que ces incertitudes, enfin, la balance entre l'effet avéré et les incertitudes, et les agences qui ne sont pas en mesure de répondre finalement aux questions des populations, engendrent un risque supplémentaire, et que dans la question de l'état de santé des populations, cette notion d'incertitude engendre une sorte de mal-être chez certaines populations qui peuvent bien évidemment s'inquiéter, et cette inquiétude est très légitime. Alors on me fait des grands signes disant que je dois aller très vite, donc je vais aller très vite. Donc je vais juste vous montrer qu'on parle de contamination des sols, mais parlons également d'artificialisation, si tant est qu'on ne puisse pas considérer que l'exploitation agricole est une forme d'artificialisation. Néanmoins, ici, je voudrais prendre l'exemple des zones urbaines très denses, avec un exemple qui est celui de la canicule en 2003. Vous savez que la canicule en 2003 était une canicule dont l'impact sanitaire a été considérable, 15 000 morts. Donc les pouvoirs publics n'étaient pas vraiment préparés à cet épisode-là. Mais cet épisode nous a appris un certain nombre de choses très intéressantes et dont il faudra effectivement se préoccuper à l'avenir. Donc là, on voit la différence de température entre le jour à gauche, enfin pour moi, et la nuit à droite pour vous. Ce sont des températures médianes du 4 au 13 août 2003. Ce qu'on voit, ce qui est très intéressant sur ce graphe, c'est que l'on voit que les zones centrées autour de la région parisienne, donc c'est la région de Paris et Grande Couronne, ont énormément de mal à se refroidir la nuit, par rapport à des zones situées plutôt sur la petite, voire la Grande Couronne. Et que donc, effectivement, la question d'urbanisation va faire que la température ne pourra pas descendre. Et on sait très bien que l'impact sanitaire lié à la canicule est lié également au fait que les températures ne redescendent pas la nuit. Et donc, on voit très bien là l'impact de l'artificialisation des sols sur l'état de santé probable des populations, puisque les populations qui sont situées en zone très urbanisée seront soumises à des températures beaucoup plus élevées, y compris la nuit, et donc probablement derrière un impact sanitaire beaucoup plus important. Alors, encore une fois, faire le lien entre cet excès de température et l'impact sanitaire relève d'une difficulté méthodologique, puisque les populations sont extrêmement faibles, l'épidémiologie étant souvent une méthode statistique. Alors, vous l'avez compris, la question de perception des riverains est intéressante à intégrer dans nos approches, et que jusqu'à présent, énormément d'investigations épidémiologiques ne se font que sur la base d'évaluation des risques ou d'outils qui n'intègrent pas finalement les parties prenantes ou l'ensemble des parties prenantes. Et j'ai entendu effectivement la notion d'expert
qui devait peut-être être revue à l'aune de, finalement, on intègre également la préoccupation des citoyens ou des riverains. Et donc, il faut savoir que de nouvelles approches sont en cours d'élaboration. Ce sont des approches qui ont été développées aux États-Unis et qui se fondent sur les principes de l'épidémiologie participative. C'est-à-dire que dans ces méthodes, pour évaluer les impacts négatifs de la santé, on va intégrer le point de vue des riverains ou des citoyens qui sont impactés par les sols qu'ils fréquentent. Et que donc, ces points de vue-là sont importants à considérer, bien sûr, sur un plan, de manière très rigoureusement, sur un plan méthodologique. Alors, l'action, elle se fonde sur des faits établis et des incertitudes nombreuses, vous l'avez compris. C'est-à-dire qu'on a à la fois des faits avérés sur la toxicité, sur les voies d'exposition alimentaire, environnementale, mais que ce qui est plus compliqué à faire, c'est de faire le lien entre un événement de santé et la contamination des sols. Néanmoins, ces incertitudes ne doivent pas retarder l'action. Et donc, notamment le Code de l'environnement préconise de gérer les sources de contamination ou les milieux d'exposition sans attendre la mise en place d'études épidémiologiques qui, de toute façon, seront peu conclusives. Et donc, le principe de l'action de la part des pouvoirs publics, c'est une action pour protéger la santé des populations au regard de connaissances incomplètes, puisqu'on ne va connaître que à la fois la toxicité et la contamination environnementale. Donc, bien sûr, il y a également des actions pour mieux documenter les impacts et mieux orienter et mieux définir, enfin mieux acquérir les connaissances par le biais des différents plans ou de programmes de recherche. Et enfin, il y a des actions de prévention et de promotion de la santé qui, là, peut-être permettent de revoir de manière un peu plus positive le sol comme une ressource à reconstruire. Et je prends un exemple qui me semble important, ça me semble vraiment important de prendre un peu de temps là-dessus. C'est des actions individuelles, parce que bien sûr, si vous prenez le cas des jardins potagers, par exemple, les jardins potagers, ce sont quasi systématiquement sur des problématiques de sites et sols pollués, des zones qui vont poser des problèmes potentiels de risques sanitaires. Par contre, si vous dites aux gens à qui vous préconisez un certain nombre de mesures, il n'est plus possible que vous consommiez les productions issues de vos jardins potagers, vous pouvez être sûr que déjà, cette préconisation va engendrer des levées de boucliers dans la population, à juste titre, puisque les gens là vont voir qu'on va leur priver d'un outil qui est à la fois un outil de cohésion sociale, un outil d'autoconsommation, enfin d'autoproduction, et donc quelque chose qui est très positif. Et par ailleurs, de toute façon, cette recommandation ne sera pas du tout respectée. Donc on retourne un peu en Guadeloupe, on voit qu'il y a des actions complètement intéressantes et très pertinentes qui ont été menées, qui sont les actions autour de jardins familiaux aux Antilles. Et donc ça, c'est l'IREPS en Guadeloupe, qui est l'Institut de recherche en éducation et promotion de la santé, qui a développé ces approches-là, donc où elle fait participer finalement les propriétaires des jardins potagers pour restructurer, enfin refonctionnaliser les sols en proposant des modes de culture alternatives, et en profite également pour faire des opérations de prévention, promotion de la santé plus large, puisqu'elle profite de cette opportunité, qui est finalement un impact négatif, pour faire du positif. C'est-à-dire qu'elle va préconiser un certain nombre de bons comportements nutritionnels, et un certain nombre, elle va même aller jusqu'à éditer des recettes sur la base de produits locaux. Et donc vous voyez que là, on est vraiment dans une démarche où on fait participer la personne qui est propriétaire de ce jardin pour aller vraiment vers une intégration des enjeux de santé beaucoup plus large que la simple problématique de pollution des sols sur lesquels, de toute façon, on aura toujours des incertitudes. Enfin, pour les aménageurs et les collectivités, je voulais signaler que de plus en plus, on se dirigeait vers des problématiques beaucoup plus larges d'aménagement du territoire et que les études d'impact en santé sont en train de se développer et permettent d'appréhender à l'amont des projets d'urbanisation ou d'aménagement du territoire des problématiques, mais de manière beaucoup plus globale. Et j'entendais la personne du Grand Nancy qui disait il faut intégrer les enjeux liés à la mobilité, à l'occupation du territoire, etc. Et c'est vraiment le cadre ou le type d'outils qui permettent de répondre à cela. Et là, par exemple, il y a un exemple avec la ville de Paris qui a un plan de santé-environnement qui prône l'utilisation de ces outils-là. Juste pour terminer, 3 mots. Donc, le sol est une ressource, son exploitation engendre des préoccupations sanitaires, vous l'avez compris, et que la difficulté de faire la balance entre des faits objectivés et des perceptions des populations qui sont préoccupées par ces sols. Les sols impactent évidemment la santé humaine, et on a vu
l'exemple de l'imprégnation à la chlordécone des populations antillaises, je dirais, comme l'activité humaine a impacté les sols, et donc c'est un peu, évidemment, un cycle à renseigner et à caractériser. On note une vraie mobilisation des pouvoirs publics pour réhabiliter les fonctionnalités des sols, même s'il y a de nombreuses incertitudes scientifiques, et même si des projets de recherche doivent toujours être portés sur la connaissance épidémiologique de l'impact des sols, mais que néanmoins, on a déjà des solutions pour protéger cette ressource. Par ailleurs, dans un contexte de changement climatique et d'érosion de la biodiversité, les enjeux de préservation des sols en tant que ressources propres mériteraient d'être mieux considérés. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Et désolé d'avoir dépassé un peu. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, très rapidement, si vraiment il y a des questions dans la salle, du coup, on décale un peu le temps, mais si vous avez des questions qui vont vous rester dans la tête, sinon, le reste de la journée, n'hésitez pas. Oui. D'abord, merci pour votre intervention. Dans le paragraphe que vous avez intitulé « Intégration de la perception des impacts par les riverains », j'aimerais savoir quels sont les indicateurs qui permettent d'envisager éventuellement une étude épidémiologique pour caractériser le lien qui existe entre la pollution du sol, par exemple, et la santé humaine. Généralement, lorsque l'on s'adresse à l'ARS, pour les riverains qui sont situés à proximité d'une zone industrielle extrêmement polluante, on a tendance à nous dire, les médecins, la médecine ne nous signale pas de cas dangereux, et pourtant, on sait qu'il y a une émission importante de polluants, et notamment sur des personnes fragiles, les enfants qui sont dans une école à proximité du site industriel. Donc, quels sont les indicateurs que l'on peut mettre en évidence pour demander cette étude épidémiologique? Vous êtes de l'ARS? Non, je suis professeur de chimie à la retraite et je préside une association de défense de l'environnement. Très bien. Alors, c'est tout le cœur de la question, effectivement, et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer, mais de manière un peu rapide, c'est finalement comment, à partir d'une population qui s'inquiète et à partir d'un environnement dégradé, on réussit à réunir l'ensemble des éléments factuels qui vont nous permettre de qualifier finalement ou de quantifier l'impact qui est ressenti par la population. Donc j'avais cette... Ah bon, j'ai plus de diffusion, mais je ne sais pas comment on fait. Mais en tous les cas, c'est pas grave. En tous les cas, ce que vous dites, c'est important parce que effectivement, sur la majorité des interpellations cité-sol pollué, c'est classiquement ce que vous dites. C'est-à-dire, on a une population qui s'inquiète et en face, on a des données objectives qui montrent une dégradation de l'environnement. Quels indicateurs de santé? C'est la question clé pour faire de l'épidémiologie. C'est-à-dire qu'il faut avoir des indicateurs de santé qui puissent être mesurés. Donc, si on a un cancer, si l'indicateur de santé c'est un cancer, on va avoir des registres qui vont permettre effectivement de quantifier l'incidence des cancers dans une région donnée. Sauf que les registres, il n'y en a pas dans toutes les régions de France et il n'y en a pas pour tous les cancers. Donc ça, c'est un premier point, la difficulté de la mesure de l'indicateur. Si on a un indicateur moins spécifique, j'ai envie de dire, qui est un mal de tête, des picotements dans le nez, des problèmes ORL, là, on n'a aucun dispositif qui permet de recenser de manière exhaustive, au plan national en tout cas, les manifestations de ce type. Et vous comprenez bien que ce n'est pas possible d'en mettre. Donc on peut aller vers des enquêtes de terrain qui permettent de recenser ces données de santé, mais qui ne sont des données plutôt révélatrices d'une exposition aiguë. Et on le voit souvent lorsqu'on a une usine qui émet de manière trop importante du SO2, par exemple, la population va exprimer des gènes liés à cette émanation de SO2. La difficulté, c'est bien autour des effets chroniques, c'est-à-dire comment attribuer des cas de cancer de l'adulte, de l'enfant, comment attribuer des effets sur la santé reproductive, par exemple. Et que ce lien-là, aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas en capacité de l'établir scientifiquement. Par contre, les éléments qui portent sur la connaissance de la dégradation du milieu doivent permettre de faire, et c'est le sens de la réglementation, doivent permettre de faire des évaluations de risque sur la base desquelles on peut gérer l'environnement et sur la base des connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont les meilleures et qu'elles n'évolueront pas. Mais néanmoins, on a déjà des éléments qui permettent de gérer la situation et de proposer
une restauration des sols ou des milieux d'exposition. Mais là, ce que vous illustrez là, c'est tout l'enjeu de communication pour aller devant la population, en tant que nous, service de l'État, pour expliquer cela. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à dire telle ou telle pathologie que vous observez dans votre population ou chez vos proches est liée au site industriel. Il y a la question de la causalité. On va peut-être prendre juste une autre question, s'il y en avait une, avant de passer à la suite. Merci en tout cas pour ces éclairages. Merci beaucoup pour cette intervention.